Le combat politique, c'est un combat de génération. Depuis que nous sommes indépendants, nous n'avons jamais choisi comment est-ce que nous voulons gouverner et administrer notre territoire. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont été formés par l'administration française principalement pour être des relais de ces administrations-là et maintenir les intérêts de la France et d'autres puissances étrangères chez nous. De la répression, que l'État central impose une dynamique et puis tout le reste doit suivre. Comment se fait-il que ceux qui apportent cette accusation-là ne parviennent à produire aucune preuve? On a même dit que ma caution, dans le cadre de l'élection présidentielle, avait été financée par le secrétaire général de la présidence. Les personnes de votre parti vous ferment les portes. Ce qui est un peu ridicule parce qu'au fond, c'est plus le cerveau et le potentiel camerounais qu'on devrait regarder. C'est un problème systémique et donc il ne peut pas être résolu en un claquement de doigts. Il faut toucher à plusieurs endroits. Le Cameroun est un pays de 30 millions d'habitants qui a 63 membres du gouvernement. Vous ne trouverez cette curiosité-là nulle part autre qu'au monde. Ça ne fait aucun sens. Détournement de fonds publics. Parce que le but, ce n'est pas de traduire les dirigeants devant les juridictions et qu'ils puissent en prison alors qu'on n'a pas récupéré l'argent. Le plus important, c'est qu'on récupère l'argent des Camerounais. Vous avez supprimé 43 postes. Il y en a un, chacun a trouvé 300 millions de bons de carburant expirés. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces élections? Non. Nous recevons aujourd'hui le candidat le plus jeune à l'élection présidentielle du Cameroun et le candidat à l'opposition le plus célèbre. Ses interviews, des millions de vues, on en parle partout. On va accueillir aujourd'hui Monsieur Hiram Yodi. Bonjour Monsieur Hiram. Bonjour Stéphanie et merci infiniment de me recevoir. C'est un honneur et un vrai plaisir. Monsieur Hiram, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains même, ont entendu parler de vous. Beaucoup qui pensent que vous n'avez pas d'historicité politique. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter à la communauté camerounaise et africaine dans son ensemble? Bonjour, je m'appelle Hiram Samuel Yodi. Je suis un Camerounais âgé de 38 ans dans quelques jours, ingénieur de formation formé à l'Université Laval au Québec, au Canada. Revenu au Cameroun depuis 2011. En 2011, justement, j'ai rédigé un ouvrage qui s'intitule « Mes rêves de jeune, le Cameroun pour les 50 prochaines années ». Un ouvrage qui a balisé mon action citoyenne et politique depuis bientôt 14 années. Je suis un professionnel des métiers de l'audit et de conseil. J'accompagne les organisations publiques et les gouvernements, principalement dans les secteurs de l'énergie et du pétrole. Et à côté de cela, je suis un acteur citoyen engagé depuis très longtemps. Les personnes qui disent qu'ils m'ont reconnu récemment sur la scène publique sont également les mêmes qui publient pourtant des photos de moi actif dans le RDPC il y a bientôt 20 ans. C'est bien la preuve que j'ai un engagement de très longue durée. J'ai été au sein du collectif Stand Up for Cameroun. J'ai été le coordonnateur du programme politique du bâtonnier Akeremouna à l'élection présidentielle de 2018, l'un des acteurs majeurs de la coalition entre Akeremouna et Moïse Kamto. Et en 2018, au sorti de la présidentielle, nous avons créé le parti politique MP3, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, que j'ai dirigé pendant 4 années, jusqu'à il y a quelques semaines. J'ai dû en démissionner pour être investi par le Front des démocrates camerounais, le FDC, dans le cadre de l'élection présidentielle. Merci. Nous savons que le Cameroun est bilingue, bien que l'interview va surtout se faire en français. Could you please introduce yourself to the Anglophone Cameroonian or in other Africans? Yes, I can. My name is Hiram Samuel Yodi. As I said, I was trained as an engineer. I studied chemical process engineering in Canada before coming back to Cameroon in 2011. I published a book that drew my vision on how youth can involve themselves in order to transform our country. I'm a long-time civic society actor. I've been involved in politics since 2017. I was the political program coordinator of Barrister Akeremouna for the 2018 presidential campaign. And right after this election, we create our own political party, the Movement for Patriotism and People's Prosperity, the MP3, that I manage as executive secretary. I just stepped back from this position 4 weeks ago in order to be invested by the DFC, the Democratic Front of Cameroon, for the presidential election. Excellent. Thank you so much, Mr. Hiram. Bon, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'on a plusieurs questions. On a pris le temps quand même de collecter les questions ici et là des gens de la communauté, qui est une communauté très, très avenante, une communauté quand même assez curieuse de savoir qui se cache derrière ce jeune homme. On vous parle ici d'un jeune quand même de 37 ans. Ça nous rappelle beaucoup un des dirigeants de l'AES, on se comprend. Bon, la question que j'ai pour vous, c'est de savoir pourquoi vous
Pourquoi vous serez le meilleur candidat pour cette présidentielle-ci? Pour plusieurs raisons. La première, vous avez évoqué un peu le constat ou le souvenir de l'AES. Je le dis toujours, le combat politique, c'est un combat de génération. C'est ce que l'histoire nous dit. Et très particulièrement pour le cas de l'histoire du Cameroun. Notre pays, dans son histoire, depuis qu'on est un pays, a connu des transformations particulières quand les 20-40 ans ont été à la tête du combat politique. Dans les années 1910, ceux qui se sont battus contre l'Empire allemand pour qu'on ne soit pas exproprié de nos terres, les Rudolf Belmartin, Paul Sambet, tous les autres, ils avaient moins de 40 ans. Dans les années 1950, les leaders de l'UPC, qui se sont battus pour la réunification des deux Cameroun et pour l'indépendance, avaient moins de 40 ans. En tout cas, quand ils ont commencé leur combat. Dans les années 1990, les parents de notre génération, qui se sont battus pour l'avènement du cadre démocratique, avaient également moins de 40 ans. Parce que l'Afrique est porteuse de rêves et que généralement, c'est quand ceux qui portent ces rêves vont aux avant-postes du combat politique qu'on parvient à avoir des avancées. Nous sommes en 2025. Nous avons un pays qui est dirigé par un régime qui est en place depuis au moins 43 ans, pour ne pas dire 60 ans, parce que entre le président Ahidjo et le président Biya, c'est exactement le même appareil. La plupart de ceux qui sont ministres sous l'ère Biya l'étaient déjà sous l'ère Ahidjo. Il faut donc offrir à notre pays un nouveau souffle. Il faut repositionner le Cameroun comme un leader sur la scène continentale. Là aussi, notre histoire nous parle. Le Cameroun a été l'un des leaders des guerres des indépendances. Les autres pays africains ont eu leur indépendance parce que nous avions combattu. On le leur a donné. Nous avons perdu du sang et des vies humaines pour cela. L'UPC, qui est le parti indépendantiste de notre pays, a été l'un des membres fondateurs, en tout cas l'une des premières formations, à adhérer au RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui a été la première plateforme politique panafricaine. Donc le Cameroun a un devoir de leadership dans la construction de la renaissance africaine. Et ce devoir-là, comme je le dis, ne peut qu'être porté par une nouvelle génération de leaders. Et donc, j'incarne cette génération-là. Donc, c'est pour répondre à la première partie sur la question du combat générationnel. Ensuite, il y a la question du profil. On va me dire que j'ai moins d'expérience, mais je pense, et je ne cesse de le dire, par rapport à tous les autres candidats, je suis l'un de ceux qui a la plus grande expérience en termes de gestion des organisations. Peut-être on me dira, l'État, c'est pas une entreprise, mais au moins, je sais le faire. Je sais mettre ensemble des ressources humaines, je sais gérer des organisations en situation de crise. Et le Cameroun traverse des crises majeures, des crises sécuritaires, des crises sociales, des crises économiques. Et je pense donc que nous avons besoin à la fois de quelqu'un qui porte des convictions, ce que je suis. Je défends les mêmes idées d'autodétermination des citoyens et des peuples africains depuis des années. Nous avons besoin de quelqu'un qui a des compétences pratiques sur des questions d'économie et de finances. Et nous avons besoin d'un visionnaire qui croit à la capacité souveraine d'une Afrique forte. Et je pense que j'incarne ce profil. Merci, monsieur Hiram. La prochaine question, c'est de savoir les problèmes qui gangrènent la communauté camerounaise. On a le pouvoir d'achat de la ménagère, on a les délestages. Ce matin encore, je parlais avec une jeune du Nord qui parlait de problèmes d'inondation un peu partout au pays, coupure d'eau. À qui la faute? À la qualité de notre gouvernance. Je ne sais pas si je devrais mettre un nom dessus, mais au système gouvernant, le Cameroun est riche de ressources. Sur tout ce que vous avez cité, là, nous avons le potentiel. Le Cameroun a, je crois, le 3e, le 4e potentiel hydrologique du continent africain, donc on ne devrait pas avoir de problème d'eau. Le Cameroun peut produire suffisamment d'électricité seulement avec l'hydroélectricité pour alimenter tout le pays. Je ne parle pas de notre potentiel sur le solaire, sur l'éolienne, sur la géothermie. Le Cameroun est riche d'une terre et d'un sol extrêmement fertile sur toute l'étendue de notre territoire. Là où on ne peut pas faire des cultures vivrières, on peut faire des céréales. Là, on ne peut pas faire des céréales, on peut faire le palmier à huile. Donc, nous avons toutes les ressources pour avoir une autosuffisance en eau, en énergie et en produits agroalimentaires. C'est donc impensable que nous nous retrouvions dans des situations où les Camerounais n'aient pas d'eau, n'aient pas d'électricité, n'aient pas de route. La faute revient à ceux qui nous gouvernent depuis. Et d'ailleurs, nous reviendrons sans doute sur les détails de notre programme. La première clé de notre programme, c'est l'optimisation de la gestion de l'argent des Camerounais. Notre argent a été géré par des personnes qui ont pris nos ressources en otage, qui se sont concentrées d'abord pour se maintenir au pouvoir, ensuite pour améliorer leur confort de vie personnel, et qui ne se sont pas attelés à résoudre les problèmes de base des Camerounais, qui sont des problèmes très très simples. Doter l'ensemble de nos départements, de nos communes en centres de santé, en école, en infrastructure de transport et en centre de production et de distribution de l'énergie. Ça ne demande pas grand-chose, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de détermination et un minimum de patriotisme. Et je pense que sur le chemin, ceux qui nous dirigent depuis 43 ans ont sans doute perdu leur patriotisme et que les intérêts de Camerounais n'est plus la priorité qui leur tient à cœur. Vous avez parlé de quelque chose d'important, vous parlez du manque de volonté. La manière dont vous présentez les choses, on dirait que c'est assez facile, hein? Donc vous, ce serait quoi vos premières actions sur cet aspect-là? Qu'est-ce que vous implémenterez déjà, David, si vous devenez président, durant
la première année, disons? Quels seront les changements? Alors, c'est pas facile. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est le profil même de nos dirigeants. Vous avez demandé justement qu'est-ce qu'il faut changer. Nous avons des dirigeants qui sont des produits de l'école coloniale. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont été formés par l'administration française principalement pour être des relais de ces administrations-là et maintenir les intérêts de la France et d'autres puissances étrangères chez nous. Donc, ils sont construits selon ce schéma de pensée-là. On ne peut pas leur demander de voir le monde autrement. Donc, c'est pas que c'est facile, c'est que ça correspond simplement à ce qu'ils sont. Nous avons une génération différente. Nous sommes allés, nous avons fait des études à l'étranger. Nous nous sommes confrontés à des personnes venant des quatre coins du monde. Souvent, nous avons été les meilleurs. Donc, nous n'avons pas de complexe pour dire la vérité et pour dire ce que nous pensons. C'est la différence que nous avons avec cette génération-là. Et c'est pour ça que je pense que le prochain leadership camerounais doit être porté absolument par une nouvelle génération qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et qui n'a pas peur de défendre ses convictions. Maintenant, parlant de ce que nous ferons, globalement, j'ai dit, les problèmes du Cameroun se résument dans la qualité de notre gouvernance. Et donc, il faut changer complètement le mode de gouvernance. Nous avons une gouvernance de la répression, de l'ordre, de l'intimidation, et je n'ai pas envie de la violence. C'est-à-dire que l'État central impose une dynamique, et puis tout le reste doit suivre. Ce que nous disons, c'est que le Cameroun, il a divers problèmes, il a diverses contraintes, il a diverses spécificités, il a diverses richesses. Et donc, quand vous dirigez un territoire comme celui-là, le meilleur moyen d'atteindre le meilleur de votre potentiel, c'est de permettre aux citoyens de prendre les décisions à l'échelle locale. Il faut que l'impôt soit collecté à l'échelle locale et que les dirigeants élus par le peuple camerounais aient tous les leviers pour construire les infrastructures à l'échelle locale. Donc, en ce sens-là, de manière immédiate, ce que nous allons faire, c'est que si nous sommes portés à la tête de l'État, nous allons initier dès le mois d'octobre 2025 des consultations à l'échelle locale, donc commençant par la commune, le département, la région, puis l'État central, avec pour but qu'au bout d'une année, nous puissions tenir une conférence nationale souveraine qui va permettre pour la première fois au peuple camerounais dans son histoire de définir lui-même la forme de son État, le modèle de gestion de ses ressources, le modèle de vivre ensemble et éventuellement quelques éléments comme le code électoral et la transparence du système démocratique. Depuis que nous sommes indépendants, nous n'avons jamais choisi comment est-ce que nous voulons gouverner et administrer notre territoire. C'est une imposition de fait. Nous avons été sous le protectorat allemand. Ensuite, on nous a mis sous mandat et sous tutelle de la France et de l'Angleterre. Et depuis, nous n'avons pas su comment nous retrouver dans ces différents modèles-là. Donc, en permettant aux Camerounais de choisir par eux-mêmes, d'être impliqués dans le processus de prise de décision, ce sera déjà un grand changement qui fera que le maire de Dibon-Barry, le maire de Yokadouma, le maire de Bamenda, grâce à l'impôt qu'il va collecter localement, sera directement responsable de la construction des réseaux d'adduction d'eau, de l'amélioration de l'espace public, de construction des centres culturels qui vont permettre de développer les vocations. C'est vraiment l'amélioration qu'on apporte, c'est de remettre le pouvoir de décision entre les mains des citoyens camerounais. Bon, vous avez mentionné un point très important, peut-être assez sensible. Une réalité, malheureusement, qu'on vit au Cameroun aujourd'hui, c'est qu'on vit des réalités clanisme. Okay? Je veux prendre notre exemple, par exemple. Moi, je suis entourée de collaborateurs d'un peu partout, d'amis même qui sont soit pro-Camto, qui sont RDPtistes, ou qui sont du MT3 qui n'existe plus et qui, non, on a le nouveau parti. Mais très vite, quand on vous voit avec une personne, on vous attribue, on vous ferme, les personnes d'autre parti vous ferment les portes. Ce qui est un peu ridicule parce qu'au fond, c'est plus le cerveau et le potentiel camerounais qu'on devrait regarder, au-delà de tout. Vous, quand vous allez être président, comment est-ce que vous allez unifier la nation, qu'on arrête de regarder les différences parce qu'au fond, on est à plus de 95% semblables. C'est juste certaines petites différences. Je pense que la réponse est dans la question que vous posez. Nous sommes beaucoup plus semblables comme nous sommes différents. Le problème, c'est que les Camerounais ne le savent pas. Moi, j'ai eu la chance, je suis le fils d'un porteur de tradition, donc j'ai eu à accompagner mon père dans ses différentes activités traditionnelles pendant des années. Et après, dans la vie associative, l'un des principaux projets que j'ai porté, c'était justement des excursions éducatives où on prenait des cuvées de 30-40 Camerounais, on allait dans des régions spécifiques pour découvrir le patrimoine culturel, le patrimoine traditionnel. Je n'ai même pas envie de dire le patrimoine initiatique. On l'a fait en 2014 dans la région de l'Ouest, si je ne m'abuse, puis en 2015 dans la Damawa et en 2016 dans le Sud-Ouest. Et tous ces Camerounais ont réalisé qu'en fait, nos peuples, c'est à 95%, comme vous le dites, c'est exactement le même peuple. C'est-à-dire que pour des problèmes de famille, pour des problèmes de répartition de la terre, il y avait un membre de la communauté qui se détachait et qui décidait d'aller fonder un autre village. Mais il ne perdait pas son lien et son essence commune avec ses frères et sœurs. Donc, il faut qu'on réapprenne l'histoire du Cameroun au Camerounais. C'est la première des choses. L'histoire du Cameroun en tant qu'État, c'est-à-dire depuis 1885, la conférence de Berlin, mais plus loin, l'histoire des peuples qui occupent ce territoire. Parce qu'on a des peuples qui sont sur ce territoire depuis des millénaires. Et ces peuples-là
ont développé des modèles de vivre ensemble, ont eu l'habitude de commercer ensemble, ont eu l'habitude d'échanger, ont eu l'habitude de se marier, ont eu l'habitude de fonder des familles. Et quand on va chercher le fond, moi j'étais au palais du sultan, le sultan roi Bamoun, justement en 2014 et un peu plus tard en 2017. Et quand je regarde les armoiries du pagne des peuples Bamoun, je reconnais des éléments fondamentaux de la culture Bassa. Wow. Oui, le rôle de la migale, le rôle du crocodile, c'est exactement les mêmes éléments que nous avons chez nous. Donc, il faut que le système éducatif devienne un véhicule de transmission de savoir qui va nous permettre de comprendre qu'en réalité, nous sommes les mêmes peuples. Nous avons quelques différences folkloriques. Nous nous habillons différemment, nous dansons différemment, nous nous coiffons différemment. Mais dans le fond, quand on regarde l'organisation de nos sociétés traditionnelles, le rôle du roi ou du chef, le rôle des sociétés de notables, la manière de prendre la décision, c'est exactement la même. Et ce que nous proposons d'ailleurs dans notre programme politique, c'est que le modèle de gouvernance de notre pays soit calqué sur ces réalités-là. Parce que nous pensons que même si les humains sont semblables, nous naissons avec des spécificités. Et que quand on regarde les différents pays, ils se construisent sur la base de leur identité. Donc nous devons avoir un modèle de gouvernance qui nous ressemble et qui nous rappelle qu'il n'y a pas de différence. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est qu'on va devoir construire le Cameroun avec tout le monde. Peu importe la personne qui sera élue président de la République en 2025, il devra construire le Cameroun avec tout le monde. Donc, qu'il soit du MP3, du FDC, du PCRN, de l'UNDP, du RDPC, il devra construire avec tout le monde. Donc, on doit pouvoir s'affronter sainement dans le sens des idées, mais garder nos liens. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible que les partis se mettent ensemble et travaillent ensemble? Parce que j'ai l'impression que malheureusement au pays, c'est une impression, je peux avoir tort, vous pouvez me corriger, que c'est des partis pris. On oublie le patriotisme camerounais, qu'on est avant tout camerounais. C'est une question de parti. Même les apolitiques comme nous, on se doit à tout prix de nous mettre dans un panier pour... Est-ce que c'est faisable justement d'en arriver là? Oui, c'est faisable. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de conquête du pouvoir. Et la politique, c'est une guerre, c'est une compétition. Donc, dans l'étape de conquête du pouvoir, chacun doit montrer qu'il est le meilleur. Et donc, malheureusement, pour montrer que vous êtes le meilleur, des fois, vous devez dézinguer un peu le camp d'en face. Ce qu'on regrette, c'est que ça ne se fasse pas avec suffisamment d'élégance. Parce que la politique est aussi le champ de l'élégance. Et finalement, on est devenu dans un champ de brutalité au Cameroun où on ne permet plus aux gens de pouvoir se contredire le matin, mais de se rappeler qu'on est quand même frères et sœurs. Les partis politiques travaillent ensemble. Moi, je travaille avec pratiquement toutes les formations politiques et tous les candidats retenus et non retenus comme candidats à l'élection présidentielle de 2025. Parfait. Là, on va passer à une question qui est revenue. C'est une question de plusieurs abonnés qui sont revenus. Ils veulent savoir qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas un pion utilisé par le système en place. Moi, je crois qu'il y a la présomption d'innocence. C'est celui qui accuse qui doit apporter la preuve de la charge, il me semble. Donc moi, je dirais, qu'est-ce qui prouve que je suis un pion du régime? Il suffit que quelqu'un, un leader d'opinion ou un influenceur, fasse un post pour dire « Monsieur Hiram Yodi est un pion du régime » pour que ça fasse de moi un pion du régime. Il y a suffisamment d'éléments sur mon parcours. En tapant seulement mon nom sur Internet, on voit ce que j'ai accompli depuis près de 20 ans. On voit quels ont été mes liens, je ne les cache pas. On voit avec qui j'ai travaillé. On voit ce que j'ai fait sur le champ associatif, dans le champ culturel, dans le champ politique. Comment se fait-il que ceux qui apportent cette accusation-là ne parviennent à produire aucune preuve? On a même dit que ma caution, dans le cadre de l'élection présidentielle, avait été financée par le secrétaire général de la présidence, que je respecte pour la fonction qu'il occupe. Mais si jamais je le connaissais, il y a plein de problèmes que j'aurais eu dans ma vie que je pense que je n'aurais jamais traversé. Sinon, il faut être un peu plus sérieux que cela. Je suis un acteur politique, je porte mes convictions. Je pense que j'étais pas un pion du régime quand j'ai écrit mon livre en 2011. Je n'étais pas un pion du régime quand j'ai créé et conduit la synergie de la jeunesse camerounaise. Je n'étais pas un pion du régime quand j'étais avec Akéry Mouna. Je n'étais pas un pion du régime quand j'ai participé à la coalition entre Akéry Mouna et Moïse Kamto. J'ai créé le MP3 en 2019. Ça a pris 4 années pour que le MINAP nous légalise. Si j'étais un pion du régime, je pense qu'on l'aurait fait immédiatement. Quels sont les éléments qui prouvent aujourd'hui que je serai un pion du régime? Moi, je pense que on est dans une campagne sérieuse. Il nous reste un peu moins de 8 semaines. Moi, je vais me concentrer à défendre mon programme, à me présenter, à dire qui je suis, quelles sont mes compétences. Quand il faudra, on essaiera de démentir les rumeurs, mais s'il faut démentir les rumeurs, on passera toute la campagne à démentir les rumeurs et pas se concentrer à ce qu'on a proposé au Camerounais. Donc, si des gens ont des éléments de preuve sur mes liens, j'ai même vu des gens sur les plateaux télé dire qu'ils ont des preuves depuis 2 semaines. C'est vrai? J'attends qu'on les produise, elles ne le sont toujours pas. Donc, très loin de là. Comme beaucoup de Camerounais, j'ai des membres de ma famille dans la police, j'ai des membres de ma famille dans la préfectorale, j'ai des membres de ma famille dans le gouvernement. Ils savent parfaitement quelle est ma position. Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, ne m'adressent pas la parole depuis plusieurs années déjà. Donc, ce que je défends, je l'ai toujours défendu. J'assume mes convictions. Maintenant, comme je vous ai dit, le travail du prochain président de la République, ce sera d'unifier le Cameroun. Je pense que vous-même, vous l'avez soulevé. Et donc, pour ça, il faudra faire avec tout le monde. Nous ne sommes pas dans un Cameroun d'exclusion. Moi, je n'ambitionne pas de prendre le pouvoir pour que le lendemain matin, je dise que tous ceux qui, un jour,
ont été proches du RDPC du pouvoir aillent en prison. D'ailleurs, nombre de nos opposants sont les anciens ministres de la République. Ça ne fait pas d'eux des moins opposants qu'ils ne le sont. Donc, il faudra travailler avec les membres du RDPC. Ce sont des Camerounais comme les autres. Nous ne sommes pas d'accord avec la manière avec laquelle ils ont géré les finances publiques. Ceux qui se sont rendus coupables de détournement de fonds devront être traduits devant les juridictions. Mais il y a des intelligences dans le RDPC. Il y a des intelligences dans le gouvernement. Il y a des personnes patriotes. Il faudra également travailler avec eux. Super. On va aller un peu du côté international maintenant avec les rapports avec l'Occident. Ouais. Les accords coloniaux. Quelle est votre position par rapport à ça et comment faire sortir le Cameroun des accords coloniaux qui, pour beaucoup, surtout pour les panafricains, une des raisons pour lesquelles le Cameroun tarde un peu à décoller? Il faut les dénoncer d'abord. Je parlerai particulièrement du cas des accords de coopération monétaire qui ont donné naissance au franc CFA, les accords de 72, 73, 74. Il faut les dénoncer. Et lui, c'est l'une des choses que nous allons faire. Dès que nous sommes portés à la tête de l'État, nous avons dénoncé ces accords coloniaux-là et engagé un processus avec les autres pays de la CEMA pour sortir du franc CFA. On espère qu'ils vont nous suivre. De toute façon, s'ils ne nous suivent pas, le Cameroun est la locomotive de l'Afrique centrale, on devra prendre nos responsabilités. Mais il y a également, effectivement, les accords de coopération stratégique, il y a les accords de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il faut y mettre un terme. Mais vous-même, vous l'avez dit, c'est pas un claquement de doigts, c'est une construction qu'il va falloir avoir. Aujourd'hui, je prends le cas de la situation sécuritaire dans l'extrême nord, où malheureusement, parce qu'on n'a pas eu le développement des technologies qu'on devait avoir à l'interne, une partie de notre système de surveillance de la frontière avec le Tchad et le Nigeria repose sur du matériel militaire qui a été mis à disposition par les Américains et les Français. Ça pose un problème sur la question de notre souveraineté, mais en même temps, si on nous les retire, on a vu à un moment donné, quand on a eu des brouilles avec des Américains, l'augmentation des incursions de Boko Haram sur le territoire camerounais. Si on nous les retire, nous sommes complètement vulnérables. Donc, il y a tout un travail à faire. Il y a la nécessité de développer de la technologie chez nous, grâce aux compétences des Africains. Aujourd'hui encore, la CNI camerounaise est produite par des compétences étrangères, alors que nous avons des Camerounais qui ont des cabinets qui produisent des CNI en Allemagne et aux États-Unis. Ça ne fait pas de sens. On doit leur faire confiance. Je sais qu'on a peur des fois de faire confiance aux entrepreneurs camerounais parce qu'on se dit qu'on leur donnerait trop de liberté, trop de pouvoir, mais c'est comme ça qu'on construit une puissance. Dangote est l'homme d'affaires le plus puissant d'Afrique et du Nigeria en particulier. Ça ne l'a pas empêché de travailler avec les différents régimes politiques, peu importe. Et donc, nous devons pouvoir créer des champions nationaux dans tous les domaines, particulièrement dans le domaine des technologies, parce que c'est ça qui va nous donner une certaine indépendance par rapport aux partenaires étrangers. Nous devons créer des champions nationaux qui vont reprendre en main la gestion de notre système militaire, la gestion de notre système stratégique de défense et même la construction de la monnaie camerounaise. Est-ce que selon vous, vous pensez que c'est un manque de vision? Parce que vous avez utilisé une expression très importante qui a permis, entre autres, que le Nigeria décolle. On a le cas de Dangote, qui aujourd'hui est une figure très respectée autour du monde, même aux États-Unis. Il donne cette fierté-là à l'homme africain et il est nigérien. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à créer des champions économiques et même politiques dans le pays, sachant que c'est un élément très important pour faire décoller l'économie du pays, donner l'emploi aux jeunes, mais surtout faire redorer l'image du Cameroun à l'international? C'est la question de la conservation du pouvoir. Quand on décide de se concentrer en conserver le pouvoir, on évite de créer toute opportunité de déstabilisation. Et quand vous multipliez les richesses, vous multipliez les milliardaires, donc vous multipliez les personnes qui ont une certaine autonomie, une certaine indépendance et qui peuvent choisir de ne pas vous suivre quand vous allez dans la mauvaise direction. Le président Idjo, de regretter mémoire, j'ai d'ailleurs l'occasion d'aller me recueillir sur sa tombe il y a quelques jours à Dakar, le président Idjo avait créé des champions nationaux. Parce que tous les grands hommes d'affaires qu'on a connus au Cameroun, les Kadi de Fosso, le père Monté, le père Monkam et tous les autres sont des fabrications du président Idjo. Il avait compris que pour porter l'économie camerounaise, il avait une certaine fierté, même si on lui reproche à juste titre le rôle qu'il a joué contre les nationalistes, il avait quand même une certaine fierté et il avait compris que construire l'économie camerounaise demandait de créer des hommes d'affaires de toutes pièces. Et c'est ce qu'il a fait. Le président Biya arrivé, je pense qu'au début, s'est fait accompagner d'un certain nombre de ces richesses économiques-là. Et au fil du temps, peut-être, c'est lui qui pourra y répondre, peut-être qu'il s'est senti menacé. Et donc, on a plutôt créé une administration de riches. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous avez l'un des seuls pays où les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Parce que ces fonctionnaires-là, on a la main sur eux. Ils sont le résultat d'un décret. Donc, à tout moment, on peut les renvoyer. À tout moment, on peut les envoyer vers la prison. Et donc, comme on les tient, on en a fabriqué qui sont devenus des hommes d'affaires. Au Cameroun, le fait d'être un acteur de la fonction publique, un fonctionnaire, vous interdit de pratiquer un certain nombre d'activités. Et pourtant, nous voyons bien des sociétés pétrolières, des sociétés industrielles qui sont portées
par des personnes qui occupent des fonctions importantes dans notre administration fiscale, dans la préfectorale. Ce n'est pas correct. Et donc, nous devons penser le Cameroun autrement. Donc, c'était une décision, je pense, mûrement réfléchie du régime en place de ne pas libéraliser le champ économique. On voit tout ce que ça nous pose comme problème aujourd'hui. Il faut passer à autre chose. Il faut avoir le courage de se dire, en tant que chef de l'État, je vais participer à la naissance d'hommes d'affaires qui peuvent demain ne plus me soutenir moi personnellement. Et c'est normal. Oui, mais qui vont construire l'éclosion du pays, qui vont construire la puissance du pays, et c'est ce que j'aurais laissé comme héritage. Je pense que les premiers présidents qui ont accompagné M. Dangote, à un moment donné, ont perdu les élections. Et Dangote a continué à travailler avec d'autres. Les hommes d'affaires sont pérennes. Le pouvoir politique est temporel, il est passager. Donc, il faut qu'on construise des champions nationaux qui vont avoir des empires qui vont perdurer pendant 30, 40 ans, plusieurs siècles. Quand on parle aujourd'hui de Nissan, de Peugeot, de Toyota, on oublie que c'est des noms de famille. C'est des personnes qui ont commencé à l'échelle locale et qui se sont fait accompagner par le pouvoir politique. Donc nous, notre ambition, c'est d'accompagner les entrepreneurs camerounais, où qu'ils soient, de ne pas avoir peur de leur liberté de penser. Et nous regrettons d'ailleurs que nous avons au Cameroun un chef de l'État qui ne rencontre presque jamais le patronat. Comment est-ce que vous construisez une économie solide si vous ne parlez pas à ceux qui créent la richesse? C'est eux qui vont vous dire exactement quelles sont les contraintes qu'ils rencontrent et c'est sur la base de leurs recommandations que vous construisez la politique fiscale, que vous construisez la politique d'investissement. Donc nous tenons à avoir un dialogue et peut-être que mon profil de chef d'entreprise me pousse à comprendre un peu plus cela. Nous tenons à avoir un dialogue permanent avec les hommes d'affaires et à construire, s'il le faut, de toutes pièces des champions nationaux. Ce seront des décisions. Nous aurons, je vous l'ai dit, des pôles agro-industriels. Et nous déciderons de donner des monopoles à certains Camerounais. Je prends un dernier exemple, sur le cas par exemple du fer ou de l'acier en général. Nous avons le groupe Prométal, que je remercie, c'est un groupe tenu par les hommes d'affaires libanais qui permet d'employer des milliers de Camerounais. Mais moi, j'aurais quand même une logique différente. Nous avons dans ce même secteur M. Dieudonné Bounieu, du groupe Bocom, qui a commencé l'exploitation du fer et de la bauxite dans la région du Sud. Et quand on a un investisseur international qui vient avec d'aussi gros capitaux comme Prométal, on doit le mettre en joint venture avec des capitaux camerounais pour qu'il y ait justement un transfert de compétences et un transfert de technologie. Donc nous allons avoir un appel envers les investisseurs étrangers, mais nous allons leur dire que ça doit se faire dans le cadre de partenariats avec des investisseurs et des opérateurs économiques camerounais, ce qui va permettre aussi d'améliorer notre maîtrise des outils, capacités financières, des outils techniques et donc des outils technologiques qui vont bâtir notre indépendance à l'échelle internationale. C'est très intéressant parce que c'est une approche que très souvent les Occidentaux prennent, même aux États-Unis. Et ils nous la reprochent à nous. C'est ça, ils nous reprochent ça à nous. Donc du coup, c'est une approche quand même assez souverainiste. Hein. On se rassure quand même que le Camerounais garde le contrôle sur ce qui se passe. On ne dit pas non aux investisseurs étrangers, ils sont bienvenus, mais on travaille de manière conjointe, main dans la main avec ces derniers. Je rajoute un petit mot là-dessus. Les États-Unis, c'est le pays le plus libéral au monde. Et pourtant, les États-Unis ont un organe en charge de contrôler la prise de participation des investisseurs étrangers dans les entreprises américaines. C'est quand même le pays le plus libéral au monde. Ça veut dire qu'en même temps, on peut être libéral, encourager la libre entreprise, encourager la propriété individuelle, mais en même temps, on peut protéger les intérêts des nationaux. Et tous les pays du monde, à un moment donné, doivent d'abord se renfermer sur eux, pas fermer les frontières, mais se regarder de l'intérieur, regarder leur potentialité, construire le stock qui va bâtir la puissance économique avant de s'ouvrir sur le monde. Si on continue de s'ouvrir sur le monde sans faire attention, nous aurons un Cameroun dans 50 ans qui sera peuplé de Camerounais, mais ces Camerounais-là seront des Camerounais venus du Liban, de l'Algérie, d'Israël, des États-Unis, de la Chine, et on aura réussi une nouvelle colonisation insidieuse, où on sera en fait chez nous esclaves des autres. Donc, il faut faire attention à cela. Je pense que c'est ce que défendent. Vous m'avez demandé de prendre l'exemple sur les chefs d'État de l'AES, sur le plan économique. La puissance et la souveraineté viennent d'abord de l'économie, ça ne vient pas de la politique. Il faut avoir des industries, il faut avoir des capitaines d'empire, il faut avoir des gens qui injectent de l'argent dans l'économie, qui permettent de payer les salaires de vos populations, qui permettent de satisfaire l'autosuffisance alimentaire, parce que c'est quand on n'a plus faim qu'on peut aller vers les combats pour la souveraineté. Et donc ça, c'est fondamental. La souveraineté africaine sera d'abord une souveraineté économique. Bon, à vous entendre parler, ça me fait réaliser quelque chose. Je tire mon chapeau aussi à la Tanzanie, qui est un des rares pays à avoir atteint justement l'autosuffisance alimentaire, donc moins apte à subir les pressions extérieures. Avec des sols moins fertiles que ceux du Cameroun. Tout à fait, exactement. Ce qui me fait penser à quelque chose, est-ce qu'au niveau de la révolution, donc, parce que là, j'ai l'impression qu'on a un problème de paradigme. On a une génération qui voit le monde d'une certaine manière, le monde est en train de changer, on a des jeunes. Nous, on a une perception un peu plus différente, un peu plus, je ne dirais pas moderne pour ne pas accuser les autres, mais on est dans, et on parle dans de l'intelligence artificielle. On a la traîne dans tout ça. Est-ce qu'on ne parlerait pas plus d'une révolution
culturel, peut-être du mindset du Camerounais en premier, avant même peut-être d'impliquer l'économie et tout, parce qu'il y a une peur de perte de contrôle à quelque part, d'après ce qu'on observe dans la communauté camerounaise. Et vous comprendrez pourquoi, quand vous m'avez demandé pourquoi est-ce que je pense que je suis le profil, j'ai rappelé que le combat politique est d'abord un combat générationnel. Parce que le combat politique s'aligne sur les contraintes du temps, de l'époque, les contraintes démographiques, les contraintes technologiques, les contraintes climatiques. C'est comme ça qu'on construit un leadership politique. On ne peut donc pas avoir un leadership passé qui va comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui. Donc oui, il y a d'abord un travail de déconstruction. C'est pour ça que j'accorde une importance particulière à l'éducation. L'éducation dans le canal public, c'est-à-dire nos écoles, mais également l'éducation, ce que j'appelle l'éducation populaire. Nous devons avoir un espace public qui éduque les Camerounais. Et ça, je félicite le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai vu le mur des étoiles qu'il a bâti à Ouagadougou. Il allait beaucoup plus loin que des personnalités burkinabées. Nous, on pense installer également Samuel Eto'o et d'autres. Nous, on pense également installer un musée des étoiles à Yaoundé. Mais au-delà de ça, d'avoir un espace public qui traduise la vie de ceux qui ont porté l'âme et l'excellence camerounaise. Moi, j'ai étudié au Canada, mais je suis beaucoup allé aux États-Unis. Je suis un fan justement de comment est-ce que, particulièrement dans la ville de Washington, tous les 3 carrefours, vous avez une plaque. Vous avez un petit monument avec la tête de quelqu'un qui vous dit « il est né en telle année, voilà ce qu'il a fait pour la ville, voilà ce qu'il a construit, voilà ce qu'il a accompli ». C'est cette révolution-là et cette transformation-là qu'il faut opérer. Il faut opérer une transformation aussi de l'ouverture. Parce que là, on est dans un esprit totalement de renfermement sur soi, parce qu'on a peur. On a peur de l'autre, on a peur d'essayer autre chose. Donc, il faut une transformation de l'ouverture. Et donc, je pense que les Camerounais qui ont eu la chance, pour certains, d'étudier à l'étranger, de vivre à l'étranger, mais même pour ceux qui ne sont pas sortis, grâce à Internet, qui ont une ouverture différente sur le monde, sont ceux qui doivent prendre le leadership sur le plan économique comme sur le plan politique. Parce qu'ils nous permettront d'aller beaucoup plus vite. Et je ne le cache pas en le disant, aujourd'hui, vous avez dans une administration, vous avez des ministres 70, 80 ans, vous ne leur demandez pas de faire un miel. Ils sont surtout toujours dans le sens de la correspondance écrite. Vous imaginez, même si on doit être formel, vous imaginez le nombre de temps que ça nous fait perdre. Moi, j'ai travaillé en cabinet d'audit. On avait un système de circulation de l'information qui était automatique. Vous pouviez signer un courrier simplement en appuyant sur un bouton sur votre ordinateur et la correspondance partait au N+1. Donc, vous imaginez si on a une administration, grâce à l'intelligence numérique, technologique qu'on a, qui permettent que le gouverneur, nous sommes pour la suppression de cette fonction-là, mais qui permet que le gouverneur puisse, avec l'intelligence artificielle et toutes les technologies, communiquer en temps réel avec ses préfets, ses sous-préfets. Vous imaginez le temps qu'on gagne. Et le temps, c'est de l'argent, c'est de l'économie qu'on a gagné. Donc, il faut une nouvelle génération. Moi, je sors du Sénégal, j'étais au Rwanda en fin d'année dernière. J'ai rencontré des managers au plus haut niveau de la gestion de l'État qui étaient âgés de 40, de 45 ans et qui n'avaient absolument aucun complexe, qui pouvaient vous parler de chiffres, qui pouvaient vous parler de stratégie, qui pouvaient parler, déjà rencontrer les responsables de Visite Rwanda. Et vous rencontrez que c'est des jeunes qui avaient 27, 28 ans qui ont bâti cette stratégie-là. Pourquoi est-ce qu'on n'en serait pas capable au Cameroun? Donc, il y a une transformation du mindset. La première des choses, c'est qu'il faut qu'on se dise qu'on en est capable. Parce que moi, je rencontre encore beaucoup de jeunes qui sont très performants dans le secteur privé, mais qui ont l'impression que la politique, c'est un miracle. Non, c'est pas un miracle. C'est exactement les mêmes compétences dont on a besoin. Donc, il faut qu'on se dise qu'on en est capable, qu'on a un peu plus de gagnants. Et l'histoire nous le dit. Dans le domaine du sport, nous excellons. Dans le domaine de la culture, nous excellons. Pourquoi est-ce que dans le domaine de l'économie et de la politique, nous ne pourrions pas exceller? C'est exactement les mêmes cerveaux. Donc, nous en sommes capables et nous devons transformer, nous devons avoir cette révolution de la pensée. Mais je pense que cette révolution, justement, se fait un peu par le storytelling. Et que les autres nations ont compris cela. Le Nigeria, aujourd'hui, quand on a un mariage traditionnel au Cameroun, les vêtements qu'on porte, c'est des vêtements du Nigeria. On a bien oublié que nous-mêmes, on a de très belles tenues traditionnelles. Parce qu'ils nous ont réussi à nous vendre leur soft power. Ils ont réussi à nous vendre leur culture. Vous vendez d'abord la culture. Et une fois que les gens ont acheté votre culture, ils achètent votre économie. Parce que quand ils achètent votre culture, ils achètent votre manière de vous habiller, votre manière de parler, votre manière de danser, votre manière de manger. Et donc, ils achètent votre économie. Le Cameroun a une culture extrêmement riche. À un moment donné, nous avons été, grâce au Makossa, la lumière de la musique africaine. Nous devons repositionner notre pays comme un leader. Mais ça prend de transformer les esprits, d'arrêter le tribalisme. On en a parlé. Parce qu'on ne peut pas construire ça village par village. Il faut le construire à l'échelle de la nation. Je pense que nous en sommes capables, je pense que la nouvelle génération sont ouvertes et je suis plutôt confiant en notre capacité à y arriver. Mais je veux quand même ici souligner que le tribalisme ça existe peut-être, mais je dirais chez les plus jeunes, 40 ans et moins, je vois autour de moi beaucoup de mariages mixtes, hein, beaucoup. De plus en plus, il faut les encourager. Beaucoup de mariages mixtes, donc je pense que les jeunes, moi c'est un message aux jeunes en tout cas pour une petite parenthèse, j'encourage les jeunes à rester dans cette dynamique-là. Parce que c'est ainsi qu'on ne peut pas nous diviser.
Quand on vient dire que ton frère de, je sais pas, ton frère du Sud, ton frère de l'Ouest a fait ci, ton frère, vous les laissez parler et vous continuez à avancer ensemble. Tout à fait. Le Cameroun a tout gagné. Là, maintenant, un autre point très important. Hein. D'après Jeune Afrique, le projet Nachtigal, Oui. okay, c'est le plus grand barrage hydroélectrique au Cameroun, est contrôlé à 40% par l'EDF, Électricité de France, qui est contrôlé par l'État français. On a 20% contrôlé par IFC, qui est un département de la Banque mondiale. L'État camerounais n'a que 15%. Donc, est-ce que c'est normal pour le Cameroun que la capacité énergétique du pays soit majoritairement contrôlée par l'État français? Non, c'est pas normal, mais c'est une réalité structurelle. Un barrage, 200 MW, c'est 300 milliards. Nachtigal, c'est pratiquement 10 fois plus, donc c'est des milliers de milliards. Est-ce que le Cameroun a les capitaux pour développer cette infrastructure électrique? C'est ça le problème. Et vous revenez au problème des champions nationaux. Plus on va construire des champions nationaux, plus ils auront de la réserve financière et plus quand il va falloir construire des projets d'infrastructures publiques, on pourra appeler à leurs capitaux pour être des investisseurs. Moi, j'aurais aimé au-delà, et je pense que ça aurait quand même été possible. On a, vous l'avez dit, 40% EDF, 20% la Banque mondiale. J'aurais aimé quand même qu'on ne dise pas que les 40% restants, c'est l'État du Cameroun, mais on aurait pu avoir 20% l'État du Cameroun et 20% des privés camerounais. Donc, moi, c'est vraiment la logique que je porte. Et ce que je dis, il ne faut pas avoir peur. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas un objet d'aller par étapes. Nous devons diversifier nos partenaires à l'international. Nous sommes toujours dans une logique d'avoir exactement les mêmes partenaires qui, je pense, ont une logique qui ne permet pas vraiment notre éclosion économique. Donc, même dans le champ des partenaires actuels, on aurait pu avoir une diversité. Bon, c'est vrai que sur un projet, c'est difficile d'avoir 4 ou 5 contributeurs techniques. On a fait confiance à EDF. Je pense qu'on doit se tourner vers d'autres partenaires également. Le Cameroun est un pays ouvert sur le monde. On doit pouvoir transacter avec des pays qui sont passés par les mêmes difficultés que nous, notamment les BRICS, les pays du Sud global, et qui peuvent mieux nous comprendre. Et je pense qu'ils auront moins une ingérence dans la gestion de nos affaires publiques. Mais pour inverser le capital détenu par les nationaux camerounais dans les projets d'infrastructures publiques, il faut donner la possibilité à ces nationaux-là de détenir ces capitaux. Et donc le seul moyen, comme j'ai dit, c'est dans le champ industriel, de construire rapidement des mastodontes à la dimension de Dangote. Nous avons quand même le Cameroun, 1800 km de frontière avec un pays comme le Nigeria, qui va bientôt faire 250 millions d'habitants. Si on s'ouvre au-delà de la CEMAC pour aller vers la CEAC, dans des pays comme la RDC et l'Angola, qui seront des locomotives de la croissance africaine dans les prochaines années, ce sont des marchés potentiels pour nos industries. L'industrie camerounaise dont je parle ne va pas se limiter à notre marché de 30 millions d'habitants, aujourd'hui 40 millions d'habitants dans 20-25 ans. C'est un marché de pratiquement 1 milliard d'habitants limitrophes qu'on a. Et nous avons les compétences pour fournir ce marché-là. Donc si nous avons des industriels qui vont à la conquête du continent africain, ils auront suffisamment de capitaux pour que le moment venu, et il faut se rappeler le mode d'organisation des pouvoirs publics que nous défendons, comme j'ai dit, un modèle fédéral, ils n'auront même pas besoin d'aller à Nachtigal, à Yaoundé, pour négocier un projet. Vous aurez la commune de Yabassi, qui veut construire un barrage de 200 MW, ça coûte 300 milliards. Le maire est doté de toutes les compétences pour construire ce barrage-là. Il a les leviers pour lever les financements. Il se retourne vers les entrepreneurs qui sont dans la région de Yabassi. Ces entrepreneurs-là lèvent, je dis une connerie, 100 milliards. L'État du Cameroun met 100 milliards à disposition et le dernier 100 milliards, il va prendre de l'emprunt international. C'est ce modèle-là qu'on doit avoir. C'est un modèle qui nous sort de la peur. C'est le seul moyen pour bâtir une puissance économique. N'oublions pas la diaspora, hein, qui, si on doit regarder en termes de valeur, combien on voit en Afrique, ça représente... C'est plus de 500 milliards de francs CFA par année. C'est de l'argent qui est dispersé sans contrôle. C'est-à-dire que nos frères et sœurs qui ont vécu à l'étranger ou qui sont à l'étranger envoient ces fonds-là pour aider les familles, notamment à la rentrée, payer les kits scolaires, aider à fournir du matériel dans le centre de santé. Mais nous pensons qu'avec une certaine intelligence, nous pouvons capter une partie de ces fonds. Et c'est pour ça qu'il y a 2 niveaux d'implication. On a parlé des intelligences. Tout ce dont je parle en termes de développement industriel, nous aurons besoin des intelligences de la diaspora. Mais parlant strictement des fonds, ce que nous disons, d'abord, il faut faire sauter cette interdiction de la double nationalité. C'est pas normal qu'un Camerounais paye 250 € de frais de visa pour venir chez lui, alors qu'il envoie 1500, hein. Voilà, 1000 à 1500 € chaque année pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il faut sauter ce verrou-là. Mais au-delà, nous proposons la création d'un fonds d'appui aux investissements de la diaspora, co-géré par l'État du Cameroun et la diaspora elle-même. Et donc, ce fonds-là permettra de récolter une partie des dépenses de la diaspora et que même identifier au début de l'année, lorsqu'on déploie le budget de l'État, la loi fiscale, on présente également les projets prioritaires pour l'État du Cameroun. On peut donc consulter ce fonds en disant, en 2026, nous voulons bitumer 1000 km de route, nous voulons construire 200 MW de production électrique, nous voulons construire 4 hôpitaux régionaux. Voilà ce que ça nous coûte. Dans quel secteur est-ce que la diaspora souhaite investir? Et c'est vraiment l'argent de la diaspora
qui est considéré comme un investissement, qui sera remboursé bien évidemment avec un taux d'intérêt relativement bas. Mais je pense que ça intéressera les Camerounais de l'étranger de participer à ce type de... Alors ça, je peux vous confirmer. La diaspora est très intéressée à envoyer, même à hauteur de millions de dollars, hein, l'argent pour contribuer. Ça peut être sous forme d'épargne, ça peut être sous forme d'investissement, ça peut carrément être un fonds dont nous, qui sommes partis, on se doit d'aider le pays. Je pense que si on interroge les gens de la diaspora, plus de la moitié seront d'accord. Si ils savent que les fonds seront bien gérés, il y a toujours un la gouvernance, bien sûr. Parce que si on sait que les fonds sont gérés, la plupart d'entre nous, on envoie l'argent. On n'aura pas de problème. Et vous aurez des milliards à votre disposition. Pour faire avancer le pays. Il faut construire cette relation de confiance-là. Tout à fait. L'une des premières choses, c'est pour ça qu'il faut revenir à des possibilités qui permettent aux Camerounais d'avoir plusieurs nationalités s'ils le souhaitent. Nous, ce que nous proposons en termes de double nationalité, c'est quand même une restriction dans l'exercice de certaines fonctions à la tête de l'État, notamment le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les directeurs généraux d'entreprises publiques stratégiques ne pourront pas avoir la double nationalité. Il faut quand même préserver la souveraineté de nos États. Mais les Camerounais, voilà, excusez-moi l'expression, les Camerounais lambda qui circulent sur les territoires, qui veulent vaquer à leurs occupations quotidiennes, peuvent se permettre d'en avoir. Je vous rappelle que la loi camerounaise interdit à un étranger de posséder la terre. Ça veut dire qu'un Camerounais qui a acquis une autre nationalité du fait des besoins d'émancipation dans les pays dans lesquels il est, ne peut plus être un acquéreur de foncier au Cameroun. Donc, c'est des barrières qu'il faut lever pour encourager la diaspora à s'investir et à investir encore plus dans notre développement social et économique. Super. Vu qu'on est sur la lancée de la diaspora, retour de la diaspora au pays, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Bon, ça, c'est une petite fenêtre, hein, pour ceux qui seraient intéressés à avoir des questions dessus. Est-ce que vous avez prévu un programme, par exemple, pour vous étant de la diaspora? Vous avez quand même fait ce retour parce que vous croyez au Cameroun, vous avez décidé de rentrer, développer le pays. Ceux qui hésitent, parce que, bon, il y a trop de questionnements et on revient encore sur la peur de perdre les investissements. Par exemple, c'est pas qu'on aime notre pays, on vient, mais c'est pour investir. On préfère, par exemple, balancer l'argent du côté de la Côte d'Ivoire ou du côté d'autres pays, le Sénégal. Ils sont plus sécures. Plus sécures, oui, et moins de problèmes de certains challenges. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le retour de la diaspora? Alors oui et non. Nous avons prévu une architecture économique et budgétaire qui facilite les investissements de manière générale. Parce que nous pensons qu'il faut pas avoir un clivage entre les Camerounais de la diaspora et ceux du terroir. Les Camerounais de la diaspora sont des Camerounais à part entière. Il faut donc leur permettre de redevenir des Camerounais à part entière. C'est pour ça que j'ai parlé de la question de la double nationalité. Ce que nous avons prévu comme mesure spécifique est une mesure d'accompagnement fiscal. C'est ce qu'on peut faire. Moi, j'ai découvert ça récemment. Je suis rentré au Cameroun en 2011, j'étais étudiant, bon, je n'avais pas de bien. Mais j'ai découvert après qu'en fait, un des problèmes que les RIPATS posent le plus, c'est que quand ils reviennent, notamment avec les véhicules, un véhicule qu'ils ont utilisé pendant 3 à 4 ans, on leur demande de payer les droits de douane sur le véhicule au moment de leur rapatrier au Cameroun. Et c'est des droits de douane qui vont des fois jusqu'à 70% de la valeur du véhicule. Or, ils ont déjà potentiellement payé des droits de douane au moment de l'acquisition, s'ils ne l'ont pas acquis dans le pays dans lequel ils vivent. Donc, c'est une double pénalité pour eux. Et donc, ce que nous allons mettre en place, c'est vraiment une exemption fiscale pour tous les biens meubles et automobiles de la diaspora lorsque les Camerounais de l'étranger reviennent s'installer au Cameroun. Maintenant, dans le domaine économique, ils auront droit à tous les avantages auxquels tous les Camerounais pour développer leurs activités quotidiennes. Super. Merci. On parlait tout à l'heure de fonds publics. Ouais. Et là, ça va faire mal. Hein. On essaie de rester ouvert sur la chaîne parce qu'il faut avoir des conversations difficiles pour avancer. Tout à fait. Détournement de fonds publics. Tu l'as dit tout à l'heure, la plupart, certains d'entre nous, on a des gens de partout, que ce soit dans la police, le système judiciaire, le gouvernement. On le sait aujourd'hui, on a eu plusieurs cas où on a eu à trouver de l'argent chez des personnes. En centaines de millions. C'est ça. Est-ce que vous avez pensé un système pour justement redresser ça? Parce que si la plupart du budget finit dans les poches des gens, dans les maisons, les voitures, les petites et tout ce qui suit, c'est problématique pendant que le Camerounais moyen n'a pas d'eau d'électricité. C'est ça. Oui, on a pensé à plusieurs choses. La première, c'est l'application stricte de l'article 66 de la Constitution. Constitution de 1996. Nous sommes en 2025. C'est-à-dire que si un Camerounais est né en 96, je pense qu'il a 29 ans aujourd'hui. On n'a toujours pas appliqué cet article, qui disait simplement qu'un gestionnaire de la fonction publique, au moment où il accède à un mandat ou à une nomination, il a 90 jours pour déclarer ses biens, pour dire qu'est-ce qu'il possédait avant d'avoir eu accès à cette fonction-là. Et une fois qu'il est sorti de cette fonction-là, soit parce qu'il a été battu à une élection ou parce que son mandat s'est achevé, il a 60 jours pour nous faire de nouveau une déclaration de ses biens et avoirs. Ça permet de savoir exactement de quelle manière
il s'est enrichi entre le moment où il est arrivé et le moment où il est parti, et donc de savoir s'il a eu recours à des détournements de l'argent des Camerounais. Donc ça, c'est la première des choses. Nous aurons une application stricte de l'article 66 de cette constitution-là. Mais nous irons beaucoup plus loin. Nous entendons créer une task force spéciale de lutte contre la corruption qui ira beaucoup plus loin que les organismes. Aujourd'hui, on a la NIF, on a la CONAC, on a le contrôle supérieur de l'État, on a les différentes directions de contrôle dans nos ministères, on a la Cour des comptes. Nous comptons créer une task force spéciale qui, au-delà de son rôle de poursuite et d'enquête, sera dotée de tous les outils pour aller récupérer les fonds. Parce que le but, c'est pas de traduire les dirigeants devant les juridictions et qu'ils couplissent en prison alors qu'on n'a pas récupéré l'argent. Le plus important, c'est qu'on récupère l'argent des Camerounais. Et donc, nous allons doter cette autorité-là de tous les moyens d'investigation, y compris à l'international, pour qu'ils puissent récupérer ces fonds. Il y en a qui sont au Cameroun. Moi, je suis allé à Yaoundé il y a 2 semaines. Vous parcourez des quartiers comme le Golfe, Bastos, Dragage. Vous voyez des immeubles, vous avez un taxi, vous lui demandez ça appartient à qui, vous dites exactement le nom de la personne. Donc, ça veut dire que ces biens-là, nous savons qui les a détournés et où est-ce que ça a été investi. La justice a juste choisi de ne pas faire son travail parce que la justice au Cameroun est aux ordres du pouvoir exécutif et donc il faudra une force spéciale qui soit détachée de cette emprise-là et qui va faire son travail jusqu'au bout. Et je pense que les premières peines devront être extrêmement sévères pour décourager tous ceux qui seront tentés. Sévères dans quel sens? Sévère dans le sens du nombre d'années d'emprisonnement, sévère dans le sens de la privation de liberté. Je pense qu'aujourd'hui, on a une opération EPAG à tête chercheuse, c'est-à-dire qui élimine certains et pas d'autres, puisqu'on voit certains, oui, qui ont détourné, qui sont en prison, et d'autres qui ont détourné, qui continuent de vaquer librement à leurs activités. Il faudra plus de sévérité. Il faudra plus de sévérité. Comme je l'ai dit, on récupère immédiatement les biens, on vous traduit devant les juridictions et que vous y passez le temps que vous devez passer. Et la corruption, on en parle? Oui, c'est systémique, c'est une réalité, c'est devenu un peu notre habitude et notre quotidien. Je pense que nous-mêmes, on y participe sans s'en rendre compte. Nous tous, c'est devenu le quotidien. Je pense que c'est aussi une conséquence indirecte du système de détournement des fonds. Parce que le système de détournement des fonds ponctionne une partie de l'argent qui est supposé aller dans le salaire des fonctionnaires, notamment ceux de la police, ceux de l'administration publique. Ayant moins de revenus et étant extrêmement frustrés par leur quotidien, ils se retrouvent en train de brimer les citoyens camerounais pour X ou Y. Vous n'avez pas violé le feu. On vous dit quand même que vous avez violé le feu, il faut donner 2000, il faut donner 5000. Votre dossier est en règle. On commence à vous dire clignoter à gauche, à droite pour voir si le clignotant fonctionne pour vous prélever 5000 sur l'axe lourd. Donc je pense que c'est un problème systémique et donc il ne peut pas être résolu en un claquement de doigts. Il faut toucher à plusieurs endroits. Et le premier endroit, je l'ai dit, c'est la task force de lutte contre la corruption. Mais le second, c'est de relever le niveau de vie des fonctionnaires. Mais pour relever le niveau de vie des fonctionnaires, vous devez prendre l'argent quelque part. Et donc, pour prendre l'argent quelque part, vous devez avoir une réduction drastique du train de vie de l'État. C'est ce que nous proposons. Premièrement, la réduction de la taille du gouvernement. Le Cameroun est un pays de 30 millions d'habitants qui a 63 membres du gouvernement. Vous ne trouverez cette curiosité-là nulle part autre qu'au monde. Ça ne fait aucun sens. Les pays qui sont structurés comme le nôtre ont des gouvernements qui varient entre 20 et 35 ministres. Et donc, nous pensons que nous devons revenir à une vingtaine de membres du gouvernement. Vous allez supprimer 43 postes? Oui, et je vais vous expliquer comment ça se fait. On a l'impression que c'est une magie, mais c'est ce qui existait avant. Si vous regardez les premières images du gouvernement à Idjo, vous allez voir que vous avez 20 ministres. Au Cameroun, dans le champ de l'éducation, vous avez le ministre de l'enseignement de base, c'est-à-dire le ministre des maternelles. Vous avez le ministre de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire le ministre des lycées et collèges. Vous avez le ministre de l'enseignement supérieur et vous avez le ministre de la recherche scientifique et technologique. Donc vous avez 4 ministres en un seul. Il vous suffit simplement d'avoir le ministre de l'Éducation nationale. Vous avez supprimé 3 ministères. Et vous le faites à peu près dans tous les domaines. Regardez comme vous avez le ministre des PME, vous avez le ministre de la formation professionnelle, vous avez le ministre de l'Emploi, vous avez le ministre du Travail, c'est un seul ministère. Dans le champ de la structuration économique, pareil. Vous avez, maintenant, on a le ministre de l'économie, on a le ministre des finances, on a le ministre des infrastructures, des travaux publics, on a le ministre des transports, on a le ministre de l'énergie, on a le ministre des mines. C'est 2 ministères. C'est le ministère d'une part de l'économie et des finances, d'autre part le ministère des infrastructures publiques. Donc à un moment donné, il faut avoir une logique de gouvernance qui permette d'optimiser la gestion de l'argent des Camerounais pour que cet argent-là serve aux questions prioritaires. Donc avec une simple logique, notre programme détaillé sort dans quelques jours. Vous allez voir, je ne dis pas simplement qu'on aura 20 membres, on détaille la composition de ce gouvernement-là. Et vous allez voir qu'il permet de couvrir toutes les fonctions essentielles à la vie de l'État. Ça permet d'avoir 40 postes en moins. Et 40 postes en moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près, parce que chaque ministre des fois a 2 véhicules. Donc ça veut dire 40 Prado en moins, 40 minimum, hein. Ça veut dire 40 véhicules de fonction en moins. Ça veut dire 40 budgets de carburant en moins. Et quand vous parlez des ministres chez qui on a trouvé de l'argent, il y en a un chez qui on a trouvé 300 millions de bons de carburant expirés.
C'est-à-dire qu'on n'a même plus la capacité de réutiliser. Parce que l'État paie à l'avance ses bons de carburant, notamment auprès de Tradex et de Total. Donc, expiré, c'est 300 millions qu'on a perdus. Wow. Ça, c'est des réalités camerounaises. Donc, il faut réduire tout ce budget-là de manière drastique pour donc réinjecter ça dans les salaires des fonctionnaires, des policiers, des administrations communales et autres qui, eux, sont au four et au moulin tous les jours pour s'assurer qu'on ait un service public de qualité. Donc, voilà la logique que nous aurons. Et je pense qu'indirectement, ça va permettre de réduire la corruption. C'est notre Cameroun, hein, notre Cameroun. Oui. C'est malheureusement nos réalités. Oui. Est-ce que selon vous, vous pensez que le Cameroun doit être dirigé par un dictateur pour faire avancer les choses? Non. Non? Pourquoi? Non, je ne pense pas qu'on en ait besoin. Et je reviens, pour moi, le modèle de gouvernance que je défends, je dis, c'est celui des sociétés traditionnelles africaines. Vous regardez les empires très lointains, hein. Vous aviez l'Égypte, l'Empire Songhai, le Royaume du Mali, le Royaume du Congo, ou nos sociétés actuelles, c'est-à-dire que les sociétés de l'Ouest, du Centre, du Sud. Et vous regardez comment le pouvoir est structuré. Vous avez effectivement une autorité tutélaire très forte, qui est le chef, le roi, mais qui ne prend pratiquement pas de décision sans ces sociétés de notables. C'est quasiment impossible. Il ne peut pas le faire. Y compris pour sa propre succession. C'est-à-dire pour choisir celui qui va prendre le trône avec lui. Il est obligé de consulter les autres. Donc nous devons avoir des dirigeants forts de conviction, mais dans un système démocratique qui permette aux gens de s'exprimer. C'est le débat d'idées, c'est la confrontation qui permet de ressortir le meilleur. Si on commence à avoir quelqu'un, fut-il illuminé, hein, avec la bonne idée, la bonne vision, qui commence à prendre des décisions tout seul et à les imposer aux autres, on court le risque à un moment donné d'aller dans la mauvaise direction. Je pense que c'était un peu le cas du président Idio, semi-dictateur, patriote sans doute, mais qui à un moment donné a décapité les nationalistes, qui à un moment donné y est allé de la main totalement forte. Lui, il y avait moins de corruption, c'est vrai, mais après il y avait moins de liberté, les gens ne s'exprimaient plus, et ça a fini par créer des relents. On a trouvé un stratagème pour lui faire accepter de partir du pouvoir, parce que justement, il étouffait les énergies des Camerounais. Donc, il nous faut un système démocratique avec des institutions très fortes, qui permettent que, en même temps, le chef de l'État ait son autorité, mais qui ne déborde pas du pouvoir qui est le sien, et qui permettent, dans une vraie démocratie, à l'Assemblée nationale, que j'assimile donc aux chambres de notables chez nous, de jouer pleinement son rôle. Parce que l'animation d'une démocratie, c'est au Parlement. C'est pas à l'exécutif, c'est là-bas qu'on vote les lois, c'est là-bas qu'on questionne le gouvernement sur les orientations qui ont été prises. Et donc c'est cela, c'est d'avoir un système où les pouvoirs s'équilibrent, où on a un chef sans doute fort, mais où on évite une dictature. Je pense que moi j'ai de l'admiration pour les militaires d'Afrique de l'Ouest qui à un moment donné ont pris en main le destin de leur population. Je parle principalement du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Mais je dis aussi de l'admiration pour le Sénégal, parce que c'est une aventure civile qui a permis de prendre le pouvoir. Et moi, je me reconnais un peu plus dans ce modèle-là. Je pense que le militaire a la légitimité de la violence. Et donc, quand il dit à gauche, c'est à gauche. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le piège, c'est qu'une fois qu'il est parti, parce que les militaires ne resteront pas indéfiniment au pouvoir, une fois qu'il est parti, durant l'exercice de son pouvoir, la nécessité d'atteindre les objectifs fait qu'il doit aller vite. Et des fois, il doit y aller de manière brutale. C'est des fois une nécessité. Et donc, il n'écoute pas assez les sociétés civiles et il ne les associe pas suffisamment à la gestion du pouvoir. Résultat, quand le pouvoir militaire s'effondre, 5 ans après, vous avez un État qui s'effondre. Donc, moi, je pense qu'il y a des pays africains qui ont des modèles démocratiques qui nous servent d'exemple. On peut parler du Ghana, on peut parler à un moment donné du Mali, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. On peut parler du Sénégal, qui a quand même réussi 4 transitions démocratiques à la tête de l'État, alors que nous n'en avons eu aucune, puisque le président Biya a donné le pouvoir au président Ahidjo a donné le pouvoir au président Biya, j'ai dit dans la chambre, et ça n'a pas été une élection. Donc, je pense qu'on peut bâtir, les Camerounais sont des gens intelligents, sont des gens un minimum galants, sont des personnes respectueuses qui peuvent bâtir un système démocratique. L'année qu'on va prendre, comme je vous ai dit, entre octobre 2025 et octobre 2026 pour bâtir le contenu de la conférence nationale souveraine nous permettra d'avoir une constitution qui équilibre les pouvoirs et qui permet qu'un démocrate gère le pays et atteigne des objectifs sans avoir besoin d'être un dictateur. Mais il devra être quelqu'un d'extrêmement rigoureux et ferme. C'est pas un peu contradictoire, ça? Parce que ça va un peu quand même dans le sens de la dictature. Mais on va prendre un exemple simple. Oui. Okay? En venant là le matin tout à l'heure, il y a les lois. Bon, franchement, je pense que tout est déjà écrit au Cameroun. Je pense que c'est plus l'application, c'est ça. Des lois qui manquent. On roule, il y a le feu rouge. Certaines voitures s'arrêtent, la plupart passent. Oui. Bon, certains parlent en ce cas d'incivisme. Il y a l'embouteillage, on est en ligne. Tu peux rester en ligne pour débloquer la situation, mais tu décides de créer une deuxième ou une troisième ligne pour bloquer. On a tous fait ça. Hein. Moi, je suis même la championne dans ça. Créer la deuxième, troisième ligne pour bloquer. Parce qu'après, avec le temps, tu te rends compte, bon, tu vas traîner et tout le reste. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que si on va avec la main douce,
envers les Camerounais? Est-ce que le Camerounais n'a pas l'oreille assez dure? Non, on peut... Est-ce qu'il n'a pas besoin d'un dictateur pour leur dire c'est comme ça? Et si tu ne respectes pas ça, voici les conséquences? Non, on peut être ferme et être démocrate. On peut être ferme et être démocrate. Vous l'avez dit, il faut simplement faire appliquer les lois. C'est tout. Et là, je pense que les technologies encore sont un atout et un outil là-dessus. Je suis allé au Rwanda en mois de décembre, mais j'ai été émerveillé. Votre contravention, vous la recevez par SMS. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous violez le feu là. On a la plaque d'immatriculation qui est rattachée à un numéro de téléphone chez un opérateur. Vous recevez dans les minutes qui suivent votre contravention par SMS. Vous ne la payez pas, vous avez une pénalité. Je crois qu'au bout de la 3e, 4e pénalité, il y a un retrait automatique, soit sur votre compte de paiement mobile, soit sur votre compte bancaire. Donc, on n'a pas besoin. Et les paiements même peuvent être faits en ligne. Hein. Momo, l'État a tous les moyens. Vous n'avez pas besoin d'aller en personne. L'État a tous les moyens de la répression. Le problème, c'est que nous avons été laxistes. Nous avons laissé les gens faire exactement comme ils veulent. Le Cameroun est devenu la cour du roi Péto. Chacun qui a un peu de pouvoir là où il est devient un Wattlet. C'est ça le Cameroun. Mais je dis qu'on peut y aller de manière très ferme avec la technologie sans créer de roue. Quelqu'un viole le feu, on met des bornes qui permettent de flasher les véhicules. Et des pays africains le font, c'est pas de la magie. On a les moyens de votre identification qui permettent de vous retrouver, de vous faire servir votre contravention. Au moment où vous ne l'avez pas payé, si on ne peut pas saisir votre compte bancaire, on saisit votre compte de paiement Momo ou MTN. Si on n'a pas la capacité de le faire, on envoie un avis de recherche sur votre véhicule et puis on l'arrête dans la circulation. Quand il y a un bandit qui vole, quand les services de renseignement camerounais veulent vraiment travailler, vous ne pouvez pas subir un cambriolage à moins de 48 heures, on a arrêté tout le monde. Donc on a les outils pour travailler. On a juste choisi de ne pas travailler. Il y a eu des assassinats en une semaine d'intervalle, je me rappelle, il y a quelques mois, je crois que c'est en fin d'année 2024, à Bali. Il y a un natif de Bali, un aîné qui entretenait d'ailleurs plusieurs jeunes dans les domaines des arts et de la culture, qui s'est fait assassiner, il s'est fait poignarder. On nous a dit par les microbes. Il a fallu une levée de bouclier de la communauté du canton Bel pour que la police se mette en marche, que le gouverneur, je crois, descende sur les lieux et qu'on arrête les personnes. Quelques jours après, il y a une citoyenne française qui s'est fait poignarder également et en moins de 2 jours, on l'avait retrouvée. Ça veut dire que quand on décide de travailler, on peut travailler. Donc en réalité, il y a tous les outils au Cameroun pour travailler. Il faut un dirigeant ferme, mais il est ferme parce qu'il fait strictement appliquer la loi. Et ensuite, il doit choisir à tous les postes de décision les personnes les mieux aguerries et les mieux compétentes pour prendre les bonnes décisions. C'est l'autre problème qu'on a au Cameroun. On choisit le cousin, on choisit le camarade de classe, on choisit l'ami du village, on choisit le copain du 2-0 au quartier. On ne choisit pas la personne qui a les compétences pour diriger. Donc, il faudra quelqu'un d'éclairé, de ferme, qui donne la chance aux meilleurs des Camerounais. Je gagne l'élection. Si je sais que voilà la direction que je veux prendre dans le champ de la transformation économique, je demande qu'on me convoque tous les Camerounais qui ont les compétences, même si je ne les connais pas. Et je leur dis en tant que chef de l'État, voilà où est-ce que je veux mener le Cameroun. Je vous donne à chacun 3 jours pour me présenter un plan d'action. Je regarde le plan d'action. Sur la base du plan d'action de manière froide, je choisis celui qui doit diriger. Est-ce que c'est quelqu'un qui sera venu du secteur privé? Est-ce que c'est quelqu'un qui sera derrière dans la fonction publique? Est-ce que ce sera quelqu'un qui viendra du FMI ou de la Banque mondiale? Je ne sais pas. Mais ce sera la personne la mieux compétente pour réaliser les objectifs que je lui aurai fixés. Donc c'est ce que le prochain dirigeant... Sans favoritisme? Sans favoritisme, mais je pense qu'on en est capable. Il y a effectivement dans le gouvernement toujours la nécessité d'avoir quelques personnes loyales. Mais je dis que c'est pour fonction technique. Vous êtes chef de l'État, votre directeur de cabinet, lui, ça doit être quelqu'un que vous connaissez personnellement. Parce que c'est quelqu'un qui gère un peu vos affaires personnelles. Votre ministre de la Défense, votre ministre de l'Économie, votre ministre des Infrastructures, ça doit être quelqu'un qui a les compétences pour vous permettre rapidement d'atteindre les résultats. Parce que si vous ne les atteignez pas, vous aurez les Camerounais dans la rue. Je le dis tous les jours, les Camerounais ne seront pas aussi patients avec le prochain président qu'ils l'ont été avec le président Biya. Donc il faudra rapidement obtenir des résultats. Donc pour ça, il faudrait être, je suis d'accord avec vous, ferme, rigoureux, faire appliquer la loi. Et il faudra nommer les bonnes personnes au bon endroit. Est-ce que si vous devenez président, vous voyez bien le Cameroun rentrer dans l'AES? En tout cas, discuter de manière, j'allais dire, très intime avec les dirigeants de l'AES. Je ne sais pas si on y rentrera, mais on doit avoir un dialogue avec eux. Je pense que ceux qui les cantonnent à des qualificatifs honteux n'ont pas du tout compris la dynamique des pays africains. Parce qu'on pense que ce sont eux qui tirent la jeunesse africaine. Non, en réalité, c'est la jeunesse africaine qui demande un certain nombre de choses. Ces leaders-là ont compris cela et ont pris leurs responsabilités face aux attentes de leur population. Donc, le Cameroun devra discuter avec eux. D'ailleurs, nous avons une partie de notre territoire qui est sahélienne, notamment les 2 régions les plus au nord de notre pays. Donc, on partage avec un certain nombre de ces pays-là une certaine proximité, même si on a le Nigeria au milieu. Je pense que le président Tadjien, il ne l'a pas dit de manière claire, mais en ayant lu un certain nombre de ses interviews, évoque lui-même la possibilité d'établir un pont
Et je pense que s'il établit ce pont-là, l'Afrique centrale devra suivre. Maintenant, ça dépend des questions. Il y a un modèle économique qu'ils sont en train de mettre en place qui peut nous servir notamment dans les zones rurales. Donc, il faut qu'on ait un dialogue, un échange, un partage d'expérience là-dessus. Et la question de la monnaie, la souveraineté monétaire, la souveraineté de la défense. Et je pense que cette question-là, même si on n'intègre pas l'AES, il nous faudra bâtir avec ces pays-là un système économique et financier commun, donc la monnaie, et un système de défense et de stratégie commune. On a eu l'impression que ces pays-là, notamment le Mali et le Burkina Faso en particulier, pour la lutte contre le terrorisme, dépendaient de l'apport de la France. Et on a vu pourtant que depuis que la France s'est retirée, ils ne se sont pas pour autant effondrés. Ça veut dire qu'ils ont la capacité d'aller chercher d'autres partenariats, mais ils ont également la capacité en interne de développer les compétences qui leur permettent de défendre leur territoire. Donc oui, le Cameroun devra se rapprocher de l'AES. Je ne peux pas dire si on intégrera cette alliance-là, mais en tout cas, on discutera avec eux. Super. On va finir l'interview avec 2 questions. L'avant-dernière serait plus de savoir la crise anglophone de nos eaux. C'est une réalité que les frères anglophones vivent. C'est vrai que ça s'est un peu calmé pour l'instant. Comment la résoudre, selon vous? Alors déjà, elle ne s'est pas tant calmée que ça, on communique moins. On communique moins? On communique moins, on a l'impression qu'elle s'est calmée. Donc elle ne s'est pas calmée. Il y a eu un essoufflement, je pense. C'est difficile quand même de faire la guerre pendant 9 ans. Donc je pense que même les capitaux qui arrivaient à destination de ceux qui ont choisi la voie des armes sont de moins en moins nombreux. Et donc ça ne leur donne pas la possibilité d'agir. Mais la crise est toujours aussi présente. La preuve, on ne peut pas là, maintenant, pas se lever ce matin et décider qu'on va maintenant comme ça. Il nous faut nous doter d'une escorte militaire pour y arriver. Ça veut dire que la crise est toujours présente. C'est 5 000 morts, un peu plus. En 9 ans, c'est pratiquement 100 000 réfugiés déplacés internes. C'est énorme. Je ne vais pas dire le nombre de milliards qu'on a affectés à cette guerre-là, alors qu'on a des problèmes de base. Il faut y mettre un terme. Mais pour y mettre un terme, il faut comprendre comment la crise est née. La crise anglophone ne naît pas en 2015 ou 2016 quand le conflit armé commence. La crise anglophone trouve ses germes en 1972. Et ça aussi, c'est l'histoire qu'on nous apprend là survolant. Le Cameroun qui est devenu indépendant le 1er janvier 1960, c'est le Cameroun francophone. Ce n'est pas la République du Cameroun. C'est le Cameroun francophone. Nous avions le Cameroun sous tutelle anglaise qui avait 2 parties, le Northern et le Southern Cameroun. En 1961, le 1er octobre, qui est d'ailleurs, je pense, le jour de la fête nationale du Nigeria, il y a un référendum. Le Northern Cameroun décide de s'associer au Nigeria et le Southern décide de rejoindre le Cameroun. Donc en fait, l'indépendance, et je le dis toujours, l'indépendance du Cameroun anglophone, c'est le 1er octobre 1961. Une fête qui devrait être une fête nationale, parce que c'est le jour où nos frères ont décidé de nous retrouver pour qu'on engage la démarche de communion nationale, et un jour qui est passé sous silence. Donc voilà l'un des problèmes qu'on a. Ensuite, nous créons la République fédérale du Cameroun. Il y avait des accords. L'un de ces accords-là précisait qu'on ne peut pas changer la forme fédérale de l'État. En 1972, le président Ahidjo décide d'organiser un référendum, le 20 mai. Il organise un référendum au cours duquel il fait voter tous les Camerounais. Mais les Camerounais anglophones, c'est 20% de la population. Ça veut dire que même s'ils n'étaient pas en faveur de ce référendum-là, ils auraient perdu. Le référendum va donc décider de passer de la République fédérale à la République unie, violant certaines dispositions de 1961. C'est là que le problème anglophone va commencer. Et je précise encore, le problème anglophone n'est pas un problème de langue. Parce que quand on pose la question sur ce sens, on dit « Ah oui, mais avant ça, on parlait allemand ». Ce n'est pas un problème de langue. C'est un problème de culture. Il y a eu 2 Cameroun, et ça, il faut qu'on l'accepte. Il y a eu 2 Cameroun, 2 manières de gouverner le territoire, avec chez les anglophones, un système qui associe les citoyens à la prise de décision. Chez nous, tout vient du sommet. Il y a eu 2 systèmes judiciaires complètement différents, le droit jacobien, le common law. Il y a eu 2 systèmes éducatifs complètement différents. Il n'y a pas le probatoire chez les anglophones, et au bac, vous composez 5 matières. Nous, des fois, on avait 11, 12, 13, 14 matières au bac. Donc, il y a des systèmes de pensée et de gestion totalement différents. Et en 1972, ils ont commencé à se retrouver dans une République unie, où, au fil du temps, on a commencé à affecter les fonctionnaires francophones chez eux. Donc, vous avez des situations où un citoyen de ces régions-là, du nord-ouest et du sud-ouest, doit porter plainte. Le commissaire de police est francophone. Il ne s'exprime qu'en français. Le procureur est francophone. Il ne s'exprime qu'en français. Le magistrat est francophone et va refuser de lui dire le droit selon le common law. Donc, autant de choses qui ont gangréné les frustrations et qui nous ont amenés à l'état où nous sommes aujourd'hui. Donc, j'expliquais cela pour qu'on comprenne bien les causes pour mieux trouver les solutions. Donc, la seule voie, c'est une voie de dialogue. C'est la seule. Et c'est une voie de dialogue qui n'exclut aucun point à l'ordre du jour. Pas le dialogue qu'on a fait là en 2020. Il faut un dialogue franc où on pose toutes les questions sur la table. Donc, est-ce que vous dites que vous serez plus pour le fédéralisme, c'est ça? Moi, je suis un fédéraliste. Mais je ne suis pas un fédéraliste à cause de la crise anglophone. Okay. Une fois de plus, toute la boussole que moi j'ai est une boussole africaine. Je suis un fédéraliste parce que quand vous regardez les empires africains qui ont perduré dans le temps, qui ont été la lumière du monde pendant des siècles,
leur modèle de gestion était un modèle fédéral. En fait, je ne suis pas fédéraliste. Et je pense que c'est l'essence de ce que nous sommes. Parce que le roi est tellement loin de la population que des fois, il ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas. Et donc, il ne peut pas prendre de décisions. Vous avez des retraités qui doivent parcourir des milliers de kilomètres pour aller chercher leur pension à Yaoundé. Ça ne fait pas de sens. Pourquoi est-ce que c'est à Yaoundé qu'on doit choisir le type de barrage hydroélectrique qu'on va aller implémenter à Ekona dans le sud-ouest? Pourquoi? Ces fonctionnaires-là sont déjà allés dans le sud-est un jour? Non. Non, ils reçoivent des rapports et ils prennent des décisions sur la base des aspects théoriques. Donc moi, je suis en faveur d'un modèle fédéral. Nous défendons une fédération à 5 régions, mais nous disons que quel que soit celui qui sera élu à la tête de l'État, à 5 régions. 5 régions. Je vais expliquer pourquoi. Okay. Mais nous disons que quel que soit celui qui sera élu à la tête de l'État, il ne peut pas prendre la décision tout seul. Parce que c'est une question sensible. C'est pour ça que nous passerons donc par les consultations qui vont mener à la conférence nationale souveraine, où cette constitution-là, qui va décider de la forme de l'État, va résulter des consultations les plus larges. Mais nous défendons un État à 5 régions. Parce qu'en tant qu'Africains, une fois de plus, on observe. Et que quand vous observez le territoire comme on est, vous avez au moins 2 constats. Le premier, c'est que nous avons 5 grandes zones climatiques. Et le deuxième, c'est que nous avons 5 grandes aires culturelles. Et que nous ne créons pas les États par caprice. Nous créons les États sur la base de leur viabilité économique et sur la base d'une certaine homogénéité des peuples qui vivent et qui existent sur ce territoire-là. Et donc, 5 régions, la première, je l'ai décrit rapidement, c'est la région de la côte, qui couvre aujourd'hui une partie du littoral du sud-ouest et du sud. La deuxième région, la forêt, vous constatez que j'ai nommé par rapport aux écosystèmes, donc le centre et l'est. La troisième région, les montagnes, donc l'ouest et le nord-ouest. La quatrième région, le plateau de l'Adamawa, qui va intégrer une partie de la plaine du Mam. Et la cinquième région, le Sahel, donc le nord et l'extrême nord. Je donne ça comme ça, ce ne sera pas tout à fait cela le découpage. Il faudra travailler avec et les historiens, et les politiques, et les administrateurs pour parvenir à un découpage qui ne crée pas plus de divisions qu'il n'en faut. Mais c'est comme ça que nous concevons l'État du Cameroun avec 5 grandes régions, 5 grandes zones économiques qui sont chacune porteuses d'un modèle particulier qui permet de créer des micro-puissances sur l'ensemble du territoire. Et finalement, des régions autonomes, chacune d'elles dotées d'un président, d'un gouvernement et d'une assemblée locale. Mais ça, c'est quelque chose de dynamique. Hein? Oui. Et c'est troublant parce que ça va changer le système. Oui, il faut. Et ça va créer une compétition entre les régions. Et c'est cette compétition-là qui permet voilà, de créer la croissance. Quand vous voyez aux États-Unis comment l'État de New York va combattre avec l'État de Los Angeles, c'est ça. Chacun veut pouvoir donner le meilleur de lui pour attirer les investisseurs. Parce que ça ira plus loin. Vous aurez un investisseur étranger qui vient au Cameroun, mais une fois qu'il est au Cameroun, il va regarder les 5 régions. Il va se demander quelle est la région qui m'offre les meilleurs avantages fiscaux, quelle est la région qui protège le mieux mes investissements, quelle est celle qui a le système judiciaire le plus fort, quelle est. Et donc, il va prendre cette décision sur cette base. Ça va donc faire qu'à chaque fois, les présidents de région, en fait, vont être des porteurs de projets. Et leurs régions vont être des centrales de gestion des projets. Et chacun d'eux va chercher à créer à chaque fois le maximum de richesse. C'est comme ça que nous concevons l'État du Cameroun. Et donc, nous pensons que ça va permettre de résoudre partiellement la question de la crise anglophone. Super, merci d'être entré dans les détails, hein, parce qu'il y a certains détails également que je n'avais pas et tout. Et je pense avec éclairer la lanterne d'un Africain, même en général Camerounais et des Africains. On va chuter sur cette dernière question. Récemment, dans Elecam, on a appris qu'il y avait des mineurs qui étaient sur les listes électorales. C'est quoi votre point de vue sur la transparence des élections? Parce que je parle avec tout le monde ici au Cameroun. On va être franc. Comme je disais un peu plus tôt, franchement, je ne fais pas le tri. Tu es qui est, moi je te prends en tant que Camerounais, je te prends ta personne. Très souvent, je ne connais même pas le nom de famille de mes collaborateurs. Et même s'ils me le donnent, ça ne change rien. Si la personne est compétente, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de loyal, on travaille ensemble. Les réalités des élections au Cameroun, c'est vrai que ce sont des choses dont on parle un peu partout. Hier encore, j'avais une conversation avec une personne qui disait que selon lui, sur les 13 candidats, il y a le président et il y a les 12 disciples. Les appelle. Bon, on est 12 maintenant, le président est 11 d'ici. Un a été éliminé. Ouais. A été, donc. Dans 12, bon, le président est... Les 12 d'ici. Peu importe ce que sera le dépouillage, est-ce qu'on peut mettre notre confiance dans Elecam? Parce qu'on le voit aujourd'hui, on parle énormément de vous sur les réseaux sociaux. N'oublions pas que les votants aujourd'hui au Cameroun, moins de 40 ans, représentent quoi? On parle quoi de normalement, ils sont à peu près la moitié. Ils auraient dû être 65-70%, mais ils ne sont que la moitié. La moitié des votants, et on voit les tendances qui vont clairement vers vous. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces élections? Non. Non, et je l'ai toujours dit. Nous sommes dans la position d'un guerrier qui va à la bataille et qui sait que la force en face est beaucoup plus nombreuse que la sienne. Et je prendrai l'image du foot, très simplement. Le Cameroun a eu l'habitude de gagner des victoires dans le champ sportif avec un arbitre qui joue pour l'adversaire.
C'est notre histoire. Nous sommes une histoire de guerriers, de compétiteurs, et c'est ce que nous devons comprendre. On va me reprocher, tu n'as pas à dénoncer ceci, tu n'as pas écrit cela. Ça change quoi? Moi, c'est la question que je pose. Nous avons en face un appareil qui a décidé d'aller jusqu'au bout de sa logique. Il faut qu'en face, il y ait un peuple qui décide de défendre ses droits jusqu'au bout. Et ça, c'est pas la question des acteurs politiques. C'est pas la question des candidats à l'élection présidentielle, c'est la question du peuple camerounais. Est-ce que chacun d'entre nous est prêt à se battre pour obtenir sa liberté? C'est ce qui se joue en 2027. On aura beau avoir tous les scrutateurs dans les bureaux de vote. On aura beau avoir tous les PV. On aura beau avoir le respect de l'article 80 sur la publication de la liste nationale. On aura beau avoir, le système s'est organisé pour maintenir son pouvoir, y compris par la voie de la faute. La seule chose qui pourra démarquer ce système et le faire trembler, c'est le peuple camerounais. Et je reprends encore l'image du foot. Quand vous jouez un match et vous constatez à un moment donné, les spectateurs qui sont dans les gradins se rendent compte que l'arbitre est en train de prendre des décisions qui ne sont pas celles qui doivent être, ils commencent à taper sur le sol. L'arbitre commence à sentir que les gradins sont en train de mousser. Si ça ne va pas, ils envahissent le stade. On a vu ça à plusieurs reprises. Donc c'est le peuple camerounais. Nous allons à une élection qui a des risques de fraude, qui a des risques de non-transparence, mais est-ce que nous sommes prêts à nous battre pour reprendre notre vie en main et pour reprendre notre destin en main? C'est la question que je pose et je ne peux pas être le seul à répondre. Chacun des 30 millions de Camerounais devra répondre. Chacun des 14 millions qui auraient dû voter, parce que normalement, il devrait être 14 millions, doit y répondre. Les 6 millions qui ne se sont pas inscrits, ils doivent nous dire pourquoi ils ne se sont pas inscrits. Et enfin, les 8 millions qui sont inscrits doivent y répondre. Est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire? Oui, les inscriptions s'arrêtent le jour où le corps électoral est convoqué. Et nous n'avons cessé de dire aux gens, allez vous inscrire, allez vous inscrire. Les gens ont attendu la dernière minute. Donc les inscriptions sont terminées. En tout cas, pour le cas de l'élection présidentielle, on ne peut plus s'inscrire. Donc nous sommes 8 millions d'électeurs potentiels. Je dis, si on est au moins 6 millions de votants, on peut faire basculer le jeu politique. Au moins 6 millions, mais il faut qu'on le soit. Pourquoi? Parce qu'en 2011, le RDPC a gagné avec 3,7 millions de voix. Le président Biya à l'élection présidentielle de 2011. En 2018, il a gagné avec 2,5 millions de voix. Donc il a perdu 1,2 million de voix. Mais en 2018, il avait l'UNDP avec lui. Il avait le FSNC avec lui. Ses alliés du Nord ne sont plus là. Si vous suivez cette logique mathématique, je dis si le RDPC fait au mieux, il fera 2 millions de voix à la présidentielle. Si nous sommes 6 millions d'électeurs, je dis même en l'absence de coalition de l'opposition, il y aura au moins un opposant qui se sera démarqué des autres et qui fera un appel d'air des voix en son sens. Il pourra avoir 2,53 millions de voix. Mais justement... Mais pour ça, il faut que les gens y votent. Mais justement, ça me fait poser la question parce que vous voyez comme l'opposition est très fragmentée. Est-ce que vous parlez entre vous? Parce que ça vous affaiblit, vous. Si normal. Vous allez contre le candidat le plus connu, il faut bien qu'un soit poussé par les autres. Vous n'arrivez pas à travailler ensemble? Qu'est-ce qui se passe exactement? On travaille ensemble, mais j'aime aussi répondre à ce postulat pour rappeler qu'il n'y a aucun pays du monde où l'opposition, c'est un seul parti politique. Je suis d'accord. Il faut qu'on arrête de nous demander ça au Cameroun comme si on est supposé être le même parti politique. Nous sommes différents parce que nous avons des idéologies différentes. Je vous ai dit que je suis fédéraliste. Il y a des gens qui sont en faveur de la centralisation du pouvoir. On va faire quel genre de coalition? Pour diriger le pays de quelle manière? Mais il y a ce qu'on appelle des compromis. Oui, mais justement, on fait même le compromis, vous ne demanderez jamais en France à la France insoumise de réussir à faire un compromis avec les RN. Ce serait impossible. Ils sont à deux antipodes de la vision de la société. Donc on a un choc de valeurs, quoi. On a un choc de valeurs, on a un choc de génération, on a un choc de pratique de la chose politique. Moi, je ne suis pas rendu, je n'ai pas pu me rendre à une réunion convoquée par l'honorable Tomaino Namjoya, candidate à l'élection présidentielle, présidente de l'UDC, député du nom de l'Assemblée nationale. Mais d'autres se sont rendus et j'ai eu la chance de discuter avec le plus jeune avant moi, le président Ateki, candidat du PAL. Il y a 2 jours sur cette question. Qui l'anglophone? L'anglophone, oui. Et quand il me raconte ce qui s'est passé à cette réunion-là, c'est ahurissant. Nous avons des candidats de l'opposition qui ne font pas campagne depuis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait campagne avant de se déclarer candidat, ils ne font pas campagne depuis. Nous, les plus jeunes, nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le digital. Nous dépensons le peu d'épargne que nous avons. Nous allons à la rencontre des Camerounais pour proposer nos idées. À la fin de la journée, vous êtes à une réunion, après 5 minutes, on vous dit « Ah, vous êtes le plus jeune, vous allez venir derrière moi. » C'est pas comme ça qu'on construit une coalition. C'est pas comme ça. On construit une coalition d'abord parce qu'on met sur la table le programme de chacun et certains de ces candidats n'ont pas le programme. Donc on nous demande de coaliser, on coalise avec qui? Et avec quoi? Et de quelle manière? Il faut d'abord que chacun mette son programme sur la table. On regarde les programmes, comme vous le dites, on cherche les compromis dans les programmes. Une fois qu'on a designé dans le programme comment on se dit « Ok, quand on regarde l'électorat camerounais, quand on regarde la psychologie des Camerounais, parmi nous là, quel est celui qui peut le mieux vendre le projet? C'est ça la question. C'est pas une question d'âge. Et j'ai envie de dire en dernier recours, ce n'est même plus une question de compétence. C'est une question de qui peut nous amener à gagner l'élection. Quand les Camerounais vont voir nos 11 visages là, quel est le visage en lequel ils vont le mieux se reconnaître pour le supporter? Et j'ai des doutes, même si je les respecte.
aujourd'hui, que si les Camerounais laissent le président Biya, ce soit pour voter quelqu'un qui a encore 70 ans, 75 ans, 78 ans. J'ai des doutes. Donc il faut qu'il y ait, on nous demande à nous, parce qu'on est les plus jeunes, pourquoi vous n'êtes pas ouverts? Pourquoi vous ne nous alignez pas? Nous sommes ouverts. Mais de l'autre côté, il faut qu'on fasse comprendre aux autres que le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer et que notre pays a besoin d'un autre leadership et qui peuvent servir de garde arrière, de conseillers, d'accompagnateurs. Mais peut-être qu'ils ont loupé leur moment. Leur combat, c'était en 1990, ils ne l'ont pas mené. Il ne faut pas qu'ils viennent, excusez-moi l'expression, nous étouffer dans notre combat. Non, on a besoin d'eux pour nous accompagner, mais le Cameroun a besoin d'un nouveau leadership politique. Donc, on va continuer de travailler, on a encore 8 semaines, 7, parce qu'il ne faut pas annoncer la coalition en 2018, la veille des élections, on a au moins, au plus 7 semaines pour construire cette coalition-là. Moi, je suis confiant. Nous sommes 11. Quand je regarde un peu, et des rumeurs que j'entends, quand je regarde un peu le profil de certains candidats à l'élection présidentielle, je pense que dans les 2 prochaines semaines, il va y avoir des désistements. Okay. J'ai entendu dire 2 ou 3 choses. Je pense qu'il va y avoir des désistements. Et donc, raisonnablement, je pense qu'il n'y aura pas plus de 3, maximum 4 candidats de l'opposition à la fin de la course. Et je suis vraiment optimiste. Il pourra en avoir que 3. Et je pense que dans un jeu avec 4 candidats, tout est possible. Mais une fois de plus, moi, j'avais commencé l'année dernière à dire aux gens, inscrivez-vous, quelque chose va se passer. On m'a dit, ah, on s'inscrit, pourquoi? Tout est fait d'abord. Inscrivez-vous d'abord. Vaut mieux s'inscrire, avoir sa carte d'électeur et décider de ne pas aller voter. Les gens ne se sont pas inscrits. On aurait pu avoir 14 millions de votants. On n'en a que 8. Mais est-ce que ça ne prouve pas aussi quelque part les Camerounais ont perdu foi à la politique? Comment est-ce qu'ils vont donc changer leur avenir s'ils ont perdu foi à la politique? Oui, on a perdu foi à la politique, mais la politique, c'est le seul champ dans lequel on prend les décisions de gestion de l'espace public. Il n'y a pas un autre endroit. Sauf à décider, comment ils décident de descendre dans la rue. C'est pas moi qui leur demanderai de descendre dans la rue. Ils sont suffisamment matures pour savoir c'est ce qu'ils doivent faire. Mais moi, je suis un démocrate. On doit battre le régime Biya dans les urnes. Pour combattre le régime Biya dans les urnes, on a besoin d'électeurs. Qu'il y ait des électeurs, il faut que les gens s'inscrivent. Donc, ce serait un peu ça mon mot de fin, c'est de dire l'élection n'est pas transparente. Elle n'est pas gagnée d'avance, mais dans l'histoire de l'humanité, aucun système n'a jamais eu raison d'un peuple qui veut le changement. Jamais. Et vous prenez l'exemple de l'AES, on pourra en prendre d'autres sur le continent africain. Quand un peuple veut, il peut. Donc moi, ma question, je m'adresse à tous les Camerounais, pas qu'aux candidats. Est-ce qu'on veut vraiment le changement? Et qu'est-ce que chacun d'entre nous est prêt à donner pour qu'on ait le changement? J'ai compris que nous, ce qu'on nous demande, c'est de coaliser. Ok, on va le faire. Mais une fois qu'on a coalisé, est-ce que vous irez voter? Est-ce que vous irez défendre votre vote? Donc la balle est dans le camp de chacun d'entre vous. Merci. Monsieur Hiram, merci pour votre temps, c'est très apprécié. Je viens ici rappeler aux membres de la chaîne que Hiram, c'est le plus jeune candidat aux élections présidentielles. Il a un parcours, vous l'avez entendu, assez phénoménal, une mentalité africaine. Je pense qu'on a parlé ici des systèmes de fonctionnement des communautés africaines. Une approche différente de ce qu'on connaît. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser toujours en dessous de la vidéo, mais je compte sur vous surtout pour partager, pour commenter. Je pense qu'il s'est ouvert avec nous. J'ai senti beaucoup de sincérité et merci beaucoup pour ça. Et donc voilà, merci encore. Merci de m'avoir accueilli.